Le rejet. Ce mot seul suffit à raviver des douleurs profondément enfouies. Cette impression d'être invisible aux yeux de celui ou celle qu'on désire. Ce vide glacé qui s'installe quand nos tentatives de rapprochement tombent dans l'indifférence. Ce sentiment, brutal et silencieux, de ne pas être assez pour quelqu'un qui compte. Tout le monde a connu cette blessure, ce moment où l'on frappe encore et encore à une porte qui ne s'ouvre jamais. C'est humain. Et c'est douloureux. Mais si ce rejet, au lieu d'être la fin, devenait le commencement? Et s'il contenait, enfoui dans sa rudesse, une clé de transformation profonde? Le stoïcisme, philosophie millénaire, nous enseigne qu'on ne peut contrôler les gestes des autres, seulement nos réactions. Quant à la psychologie inversée, elle révèle un mécanisme étonnant. Ce qu'on fuit attire, ce qu'on poursuit s'éloigne. Et si nous inversions la dynamique? Trop souvent, face au rejet, on s'acharne. On envoie plus de messages. On cherche à se faire remarquer. Mais ce comportement, aussi instinctif soit-il, renforce l'éloignement. Il confirme à l'autre qu'il a raison de tourner la tête. Il nous vide un peu plus de notre dignité. Pourtant, il existe une autre voie. Une voie qui ne passe pas par la mendicité émotionnelle, mais par la reprise de pouvoir intérieur. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un ensemble de trucs pour manipuler l'autre. C'est un chemin de retour vers soi. Une stratégie ancrée dans l'acceptation, la maîtrise de soi et la valorisation personnelle. Le rejet, s'il est bien compris, peut devenir un levier puissant. Il révèle où l'on se perd, ce qu'on donne sans retour, et surtout où il est temps de redresser la tête. Cette vidéo est une proposition. Transformer la douleur en force, le manque en mystère, l'humiliation en dignité. Car, dans ce jeu d'apparence et de silence, le vrai pouvoir revient à celui qui n'a plus besoin de convaincre. Lorsque le rejet frappe, notre réflexe est souvent de lutter contre ce qui est. On insiste, on espère, on force. Mais cette stratégie nous enfonce davantage. Chaque message ignoré, chaque silence prolongé devient une preuve de notre impuissance. Ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que cette réaction instinctive ne fait qu'amplifier notre douleur. En agissant ainsi, on offre à l'autre un pouvoir total sur notre état intérieur. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous propose une approche radicalement différente. Il nous apprend que la véritable force réside non pas dans la tentative de contrôle des événements, mais dans la maîtrise de nos réactions face à eux. Accepter la réalité, c'est cesser de se débattre dans l'illusion. C'est reconnaître que oui, cette personne s'est éloignée. Oui, cela fait mal. Mais non, cela ne nous définit pas. Accepter ne veut pas dire abandonner. C'est un acte de lucidité. C'est comme dans une partie d'échecs. Parfois, il faut reculer pour mieux avancer. Parfois, il faut reconnaître que la stratégie actuelle mène à l'échec et qu'il est temps de changer de posture. Cela demande du courage, car cela signifie sortir de la plainte et reprendre la responsabilité de ce que l'on ressent. Tant que l'on croit que c'est l'autre qui détient le pouvoir, celui de répondre, de revenir, de valider notre valeur, on reste prisonnier. Mais dès qu'on reprend ce pouvoir, qu'on cesse d'attendre une permission extérieure pour se relever, un basculement s'opère. Ce basculement commence par une respiration profonde, une décision silencieuse, celle de ne plus se battre pour ce qui fuit. Accepter, c'est aussi comprendre que notre insistance est perçue comme une faiblesse. Ce que l'on croit être une preuve d'amour devient, aux yeux de l'autre, une validation qui louait la raison de nous rejeter. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de ne plus courir, de ne plus envoyer ce dernier message, de ne plus quémander. C'est à ce moment-là que l'on commence à se retrouver. On réalise qu'on a mis toute notre énergie dans une direction stérile. On comprend que mendier l'attention, c'est abandonner sa dignité. Et que cette dignité, une fois restaurée, change tout. Elle nous rend plus calmes, plus mystérieux, plus désirables même, mais surtout, elle nous rend à nous-mêmes. Il est crucial de reconnaître que cette phase de retrait, loin d'être une faiblesse, est en réalité une déclaration de force intérieure. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une ruse. C'est une reconquête de soi. Le rejet devient alors un professeur sévère, mais juste. Il pointe les endroits où l'on s'est oublié. Il montre les excès d'effort, les compromis de trop, les silences avalés. Reprendre le contrôle, ce n'est pas punir l'autre. Ce n'est pas faire semblant. C'est se recentrer. Se rééduquer. Apprendre à ne plus réagir automatiquement. À laisser le temps faire son œuvre, sans se précipiter vers une réparation illusoire. C'est dans ce silence reconstruit que notre regard change, sur la situation, mais surtout sur nous-mêmes.
Le mot « non » a mauvaise réputation. Il est perçu comme une clôture, un rejet, un frein. Pourtant, ce petit mot cache en lui une force insoupçonnée. Lorsque quelqu'un vous dit non ou vous ignore, cela crée en vous une tension, une frustration, mais aussi un déséquilibre émotionnel qui, bien utilisé, peut devenir un levier puissant. La vérité, c'est que ce qui est trop facile perd vite sa valeur. Une personne toujours disponible, qui répond toujours présent, finit par devenir invisible. À l'inverse, ce qui est inaccessible, distant, mystérieux, attire. C'est un mécanisme humain, ancré dans notre perception de la rareté. Le refus augmente la valeur perçue. Le stoïcisme nous apprend à ne pas craindre ce non, mais à l'utiliser comme un miroir. Car ce n'est pas le refus qui nous brise, c'est la manière dont on y réagit. Accepter un rejet avec calme, sans drame, sans quête d'explication ou vengeance émotionnelle, c'est envoyer un message puissant « Je me respecte, même si tu ne me choisis pas ». Et ce message a un impact déstabilisant sur l'autre. Là où il ou elle s'attendait à une réaction de douleur, de supplication, il ne reçoit qu'une posture de dignité. Cela brise le schéma habituel. Ce paradoxe est au cœur de la psychologie inversée. Quand vous montrez que vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister, vous devenez soudainement plus attractif. Pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous avez appris à être bien avec vous-même. C'est une puissance tranquille, silencieuse, mais profondément magnétique. Chaque non devient alors une opportunité, une chance de muscler votre estime de vous-même, d'apprendre que votre valeur n'est pas dictée par le regard ou la validation d'autrui, de comprendre que l'opinion d'un seul être humain ne résume pas qui vous êtes. C'est une leçon difficile, mais elle libère. Refuser de combattre le non, c'est aussi sortir de la logique du manque. Cela vous permet de poser des limites, de dire « je mérite mieux que des miettes ». Et cette posture ne passe pas inaperçue. Les gens sentent quand vous avez une boussole intérieure solide. Ils sont attirés par ceux qui savent dire non, parce que cela révèle un sens profond de la valeur personnelle. Plus encore, le non agit comme un filtre. Il révèle qui mérite d'être dans votre vie. Ceux qui disparaissent face à votre fermeté n'étaient jamais là pour les bonnes raisons. Ceux qui restent, ou reviennent, le font avec plus de respect. C'est ainsi que le rejet devient sélection et que votre cercle se purifie naturellement. Le non est également un terrain fertile pour la croissance. Il vous pousse à changer, à évoluer, à vous réinventer. Chaque fois que vous acceptez un non sans vous effondrer, vous renforcez une compétence émotionnelle précieuse, la résilience. Et cette résilience vous suit dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous redoutiez comme un échec devient alors une source de clarté. Vous cessez de courir après des personnes et commencez à vous concentrer sur ceux qui vous voient, vous écoutent, vous choisissent sans condition. Ce n'est pas une revanche, c'est une élévation. Quand une relation fait mal, notre premier réflexe est souvent de répéter les mêmes actions, comme si plus d'efforts allaient réparer ce qui ne fonctionne pas. On envoie plus de messages. On se rend plus disponible. On sacrifie nos besoins. Pourtant, chaque tentative accentue le déséquilibre, chaque geste nourrit la dynamique toxique que l'on cherche à fuir. Rompre ce cycle commence par un constat simple, mais difficile à accepter. Ce que nous faisons ne fonctionne pas. Continuer, c'est insister dans l'échec. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autosabotage. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut changer l'autre, mais seulement soi-même. Si l'on veut inverser la situation, il faut d'abord changer notre posture intérieure. Cela commence par une prise de distance mentale. Cesser de s'accrocher à l'idée que l'autre finira par comprendre. Abandonner l'illusion que notre persistance finira par être récompensée. À la place, adopter une nouvelle stratégie. Ne plus réagir impulsivement, mais consciemment. Réduire les contacts. Ralentir. Reprendre le contrôle de notre temps et de notre attention. Rompre les schémas toxiques, c'est aussi arrêter de se trahir. Combien de fois avons-nous annulé des plans personnels pour être disponibles? Combien de fois avons-nous ignoré nos intuitions pour ne pas déplaire? Ces gestes ne sont pas des preuves d'amour, ce sont des abandons de soi. Il est temps de rediriger cette énergie. Le changement ne consiste pas à jouer un rôle, mais à retrouver son axe. Cela peut se faire dans le silence, dans les absences calculées, dans le fait de dire non quand c'est nécessaire. Ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est un alignement entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. Il faut aussi s'attaquer aux racines émotionnelles. Pourquoi poursuivons-nous des personnes qui ne nous choisissent pas? Souvent, cela vient de blessures plus anciennes, d'un besoin de validation,
d'une peur du vide. Identifier ces mécanismes, c'est déjà les affaiblir. Car ce que l'on nomme, on peut le transformer. Un point essentiel pour rompre les schémas toxiques est de déplacer son énergie. Plutôt que de la gaspiller à courir après l'autre, il faut l'investir en soi, explorer de nouvelles activités, rencontrer d'autres personnes, reprendre des passions oubliées. Quand on se recentre ainsi, on ne se contente plus de survivre à la relation, on en sort transformé. Ce processus est progressif. Il ne suffit pas d'un jour ou d'un geste. C'est une répétition de petites décisions, jour après jour. C'est refuser de répondre immédiatement. C'est choisir de ne pas vérifier son téléphone. C'est se donner la permission de respirer sans être en attente constante. Rompre les schémas, c'est aussi revoir la personne qu'on idéalisait avec lucidité. Cesser de la placer sur un piédestal. Accepter qu'elle aussi a ses limites, ses contradictions, et qu'elle ne détient ni la vérité, ni notre bonheur. Cela permet de reprendre une posture d'égalité, essentielle pour tout changement durable. Ce travail demande de la patience, mais il est libérateur. Car chaque pas loin du schéma toxique est un pas vers la liberté intérieure. Et une fois ce chemin entamé, il devient de plus en plus difficile de revenir en arrière. On se souvient de ce qu'on a supporté, mais on ne veut plus y retourner. Dans les dynamiques relationnelles, la proximité constante peut devenir un piège. Être toujours disponible, toujours présent, finit par banaliser notre présence. L'autre nous perçoit comme acquis, prévisible, voire fade. Pourtant, une des clés les plus puissantes pour inverser la dynamique, c'est la distance, mais pas n'importe laquelle. Une distance calculée, pensée, assumée. Créer de la distance ne signifie pas disparaître complètement ou jouer à cache-cache émotionnel. Il s'agit d'introduire de l'espace, de ralentir volontairement le rythme des échanges, de rendre sa présence plus rare, donc plus précieuse. Ce mécanisme active un effet psychologique simple mais puissant. L'absence crée le manque. Le silence provoque des questions. La rareté aiguise le désir. Cette stratégie ne repose pas sur le mensonge, mais sur un repositionnement. Au lieu de répondre immédiatement à chaque message, on laisse du temps. Au lieu de se rendre disponible à tout moment, on choisit de préserver ses engagements personnels. Ce n'est pas un jeu, c'est un recentrage. Car se montrer moins disponible, c'est affirmer que notre vie ne tourne pas autour d'une seule personne. La distance stratégique agit aussi comme un révélateur. Lorsqu'on s'éloigne, on observe les réactions. Ceux qui ne s'en soucient pas nous montrent que nous investissions trop dans une relation déséquilibrée. Ceux qui s'inquiètent, qui reviennent, montrent qu'un changement s'est opéré. Dans les deux cas, la vérité se dévoile. Mais cette distance n'a de sens que si elle est utilisée pour se reconstruire. Il ne s'agit pas de se retirer pour attendre dans le vide, mais pour se remplir à nouveau. C'est le moment idéal pour reprendre des projets laissés en suspens, pour explorer de nouvelles passions, pour renforcer sa vie sociale et personnelle. Cette transformation intérieure n'est pas invisible. Elle rayonne. Et ce rayonnement attire. Il est important de ne pas annoncer cette distance. Pas besoin de déclaration théâtrale. C'est dans le silence que le message passe le mieux. On devient poli, mais moins expansif. Présent, mais moins disponible. Ce changement subtil perturbe les anciens repères. L'autre commence à se poser des questions. Il ou elle se demande « Que s'est-il passé ? Pourquoi ce changement ?» La distance permet également d'évaluer la relation sous un angle nouveau. Trop souvent, l'intensité émotionnelle empêche de voir les choses clairement. Le recul apporte une perspective plus lucide. On commence à remarquer des détails, à détecter des incohérences, à identifier ce qu'on ne veut plus tolérer. Cette prise de recul agit aussi comme un bouclier émotionnel. Lorsque l'on s'accroche trop, chaque rejet devient une blessure profonde. En créant de l'espace, on développe une protection naturelle. On devient moins dépendant des réactions de l'autre, moins affecté par ses absences ou ses silences. Et surtout, la distance rend possible une chose essentielle, la réappropriation de son pouvoir personnel. Car celui qui est toujours disponible n'a aucun pouvoir. Il subit. Mais celui qui choisit sa présence, qui gère son énergie, devient le centre de gravité de la relation. Loin d'être un caprice ou une manipulation, la distance stratégique est une affirmation de soi. Elle dit « Je suis là, mais je ne suis pas à vendre ». Et cette posture, à la fois digne et ferme, change profondément la dynamique. Elle attire ceux qui savent reconnaître la valeur de ceux qui ne se donnent pas à n'importe quel prix. L'attraction n'est pas un mystère. Elle suit des lois subtiles,
mais claire. Et l'une des plus puissantes est souvent mal comprise. Ce n'est pas ce que vous faites pour plaire qui attire, c'est ce que vous dégagez naturellement lorsque vous n'essayez plus de convaincre. La vraie loi de l'attraction commence là, dans la rupture avec le besoin de validation. Ce qui séduit vraiment chez quelqu'un, ce n'est pas son insistance, ni son apparence, mais son énergie. Une personne bien dans sa peau, centrée, indépendante, dégage une force magnétique. Elle n'a pas besoin de séduire pour séduire. Son calme, sa présence, son détachement créent une tension positive. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une paix intérieure contagieuse. Le stoïcisme rejoint ici la psychologie inversée. Moins vous poursuivez, plus vous devenez désirable. Non pas parce que vous jouez à fuir, mais parce que vous avez compris que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Et cette posture attire naturellement les bonnes personnes. Celles qui ne cherchent pas à combler un vide, mais à partager une plénitude. Il y a aussi une vérité difficile à entendre. Plus vous semblez disponible à tout prix, moins on vous accorde de valeur. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est toujours là devient invisible. C'est pourquoi la première étape pour devenir attractif est de vous recentrer sur vous-même. Prendre soin de votre apparence, oui, mais surtout de votre esprit, de vos passions, de votre vie intérieure. L'attraction repose sur l'authenticité. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de révéler votre vraie nature. De ne plus dissimuler vos défauts par peur de ne pas être aimé. Ce paradoxe est puissant. Plus vous assumez qui vous êtes, plus vous attirez ceux qui vous correspondent réellement. L'énergie que vous dégagez ne se voit pas, mais elle se ressent. Quand vous êtes en paix, elle enveloppe ceux qui vous croisent. Et cette énergie n'est pas le fruit du hasard. Elle est le produit de vos choix, de votre posture, de votre manière de réagir face au rejet. Ne pas insister, ne pas mendier, ne pas dramatiser, voilà ce qui attire. Car cela indique que vous êtes déjà complet. Il faut aussi comprendre que l'attraction ne naît pas dans l'urgence. Elle a besoin de temps, de mystère, de respiration. Trop vouloir, trop vite, étouffe tout. En ralentissant, en laissant l'autre venir, vous laissez la magie opérer. Le silence, l'absence, les pauses dans les échanges. Tout cela participe à créer de la tension émotionnelle, du désir. Un élément souvent sous-estimé est le pouvoir de la nouveauté. Plus vous explorez, plus vous vivez, plus vous découvrez de choses, et plus vous devenez intéressant. Le monde ne tourne pas autour d'une personne, et lorsqu'on s'ouvre à d'autres expériences, cela se ressent dans notre manière de parler, de sourire, de regarder. On devient vivant. Et ce qui est vivant attire. Enfin, la vraie loi de l'attraction se manifeste quand on cesse de vouloir plaire à tout le monde. On accepte que certaines personnes ne nous aimeront pas, et c'est très bien ainsi. L'important n'est pas de séduire le plus grand nombre, mais d'attirer ceux qui résonnent avec ce que nous sommes réellement. Le changement ne commence pas avec l'autre. Il commence avec nous. Et dans les relations, ce sont souvent nos propres comportements, répétés mécaniquement, qui nourrissent la frustration. Répéter les mêmes gestes en espérant un résultat différent est un piège courant. La première étape vers la transformation, c'est de prendre conscience de ces automatismes nocifs. Regardons-les en face. Envoyer des messages à répétition, vérifier sans cesse si l'autre est en ligne, annuler ses projets pour être disponible. Ce ne sont pas des preuves d'amour, mais des signes d'une dépendance affective déguisée. Ces gestes, loin de rapprocher, éloignent. Car plus on se montre en demande, plus on perd en valeur perçue. Transformer ses comportements, ce n'est pas faire semblant ou adopter des techniques de séduction. C'est casser les réflexes qui nous affaiblissent. C'est apprendre à attendre avant de répondre. C'est résister à l'impulsion d'écrire selon message émotionnel. C'est garder ses engagements personnels, même si l'autre revient soudainement dans notre vie. Le stoïcisme, à nouveau, éclaire cette démarche. Nous ne contrôlons pas l'autre, mais nous pouvons entièrement contrôler notre posture. Et cela commence par des actions concrètes, répétées. Chaque petit changement devient une victoire. Chaque fois que l'on choisit de ne pas se trahir, on renforce son estime de soi. Changer, c'est aussi modifier notre manière de communiquer. Moins d'explications émotionnelles, plus de clarté. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais d'apprendre à parler avec simplicité et fermeté. Les mots justes, posés, ont souvent plus d'impact qu'un torrent d'émotions. Et surtout, les actions parlent plus fort que les discours. Autre point essentiel, il faut cesser de prendre le rejet comme une attaque personnelle. Il ne s'agit pas toujours de nous. Les gens ont leurs limites, leurs insécurités, leurs incohérences. Accepter cela nous évite bien des souffrances inutiles.
Le rejet n'est pas un verdict sur notre valeur, mais le reflet d'une incompatibilité ou d'un moment. Transformer ces comportements implique aussi une gestion nouvelle de l'anxiété. Plutôt que de laisser nos peurs nous contrôler, on apprend à les traverser différemment, par la méditation, le sport, des passions nouvelles. L'énergie qui était gaspillée dans la surveillance ou l'attente peut être réorientée vers la construction de quelque chose de plus solide. Il est également temps d'élargir son horizon relationnel. Trop souvent, on devient dépendant d'une seule personne parce que notre univers est trop restreint. En rencontrant de nouvelles personnes, en s'ouvrant à d'autres cercles, on découvre que notre valeur ne dépend pas du regard d'un seul individu. Mais ce processus ne peut fonctionner que dans la durée. Un changement temporaire n'apporte rien. Ce qui compte, c'est la cohérence. Maintenir ces nouvelles habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Comme un muscle qu'on entraîne, la dignité s'ancre par la répétition. Et plus on la renforce, moins on tolère les vieux schémas. Changer ses comportements, c'est aussi se réconcilier avec soi. C'est reconnaître ses erreurs passées sans se condamner. C'est se dire « j'ai agi ainsi parce que je ne savais pas faire autrement. Maintenant, je choisis autrement ». Ce choix conscient est la base d'une transformation réelle et durable. La véritable force ne se mesure pas dans la dureté, ni dans la capacité à ne rien ressentir. Elle se manifeste dans notre stabilité émotionnelle, dans notre aptitude à rester debout face à ce qui, jadis, nous aurait mis à terre. Élever sa force intérieure, c'est construire une base inébranlable, une solidité discrète, mais essentielle. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous y répondons. Lorsqu'une personne nous rejette, nous avons deux choix, nous effondrer ou nous redresser. Et cette force, elle ne tombe pas du ciel. Elle se cultive à travers des décisions quotidiennes, apparemment anodines, mais profondément transformatrices. Dire non aux miettes d'attention. Refuser de sacrifier sa paix intérieure pour une validation temporaire. Ne plus se perdre dans des scénarios mentaux. Voilà les premiers signes d'une force qui prend racine. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de respect de soi. Et ce respect, lorsqu'il devient intransigeant, transforme notre rapport aux autres. La force intérieure est aussi ce qui nous empêche de réagir impulsivement. Elle crée un espace entre l'émotion et l'action. Cet espace, précieux, nous permet de choisir. Choisir de ne pas répondre à une provocation. Choisir de garder le silence là où, avant, nous aurions crié notre peine. Ce calme n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Elle se manifeste aussi dans notre capacité à rester fidèle à nos engagements, même lorsque les émotions nous poussent à tout abandonner. Rester centré quand l'autre revient. Ne pas céder à l'appel de l'immédiat. La force, c'est de se rappeler ce que l'on mérite, même lorsque le doute s'installe. Une autre dimension essentielle de cette force est notre rapport à la solitude. Trop souvent, nous cherchons à fuir le vide. Mais la solitude peut être un terrain fertile. C'est en apprenant à être bien seul que l'on devient sélectif. Et cette sélectivité protège. Elle empêche de laisser entrer des présences toxiques dans notre espace. La force intérieure nous permet également de gérer les tempêtes émotionnelles. Une photo, un message froid, un silence prolongé, autrefois dévastateurs, deviennent supportables. Parce qu'on sait que notre valeur ne dépend pas de ces fluctuations extérieures. On devient imperméable à l'instant, enraciné dans une certitude plus profonde. Il y a aussi une patience nouvelle qui émerge. Le besoin de tout résoudre rapidement laisse place à une confiance dans le processus. Le vrai changement prend du temps. Il ne s'agit pas de résultats immédiats, mais de cohérence à long terme. Et cette cohérence est nourrie par la force. Élever cette force, c'est aussi apprendre à pardonner. Non pas pour absoudre, mais pour se libérer. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, à soi-même pour les erreurs commises, au passé pour ce qu'il a été. Car la force ne se construit pas sur la rancune, mais sur la liberté intérieure. Enfin, cette force nous permet d'être vulnérables sans peur. De ne pas bâtir de murs, mais de poser des frontières. D'ouvrir notre cœur sans nous effondrer s'il est rejeté. Elle nous donne cette conviction silencieuse que, peu importe ce qui arrive, nous avons en nous ce qu'il faut pour y faire face. Le détachement total est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, ni de devenir indifférent. C'est un processus de libération intérieure, se défaire du besoin de contrôler l'autre, de comprendre à tout prix, de forcer les choses. Ce n'est pas un abandon de l'amour, mais une reprise de pouvoir. Quand on est attaché à une personne, à une réponse, à une issue,
on devient esclave de ce qui nous échappe. Chaque silence, chaque absence, chaque réaction imprévisible devient une source d'angoisse. Le détachement, lui, apaise. Il dit « Ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas diriger ma paix intérieure ». Il commence par l'acceptation. Non pas une résignation, mais une lucidité. Reconnaître que l'autre n'est peut-être pas prêt, pas aligné, pas intéressé. Cesser de chercher des excuses, des explications, des justifications. Ce qu'il faut, c'est regarder les faits. Il ou elle ne vous choisit pas. Et ce n'est pas la fin du monde. Le détachement implique aussi de quitter le monde intérieur des illusions. Combien de fois imaginons-nous des scénarios, interprétons-nous des silences, créons-nous des histoires dans notre tête? Chaque fois que nous faisons cela, nous nous éloignons de la réalité. Le détachement nous ramène à l'instant, ici et maintenant, où suis-je, que fais-je, que ressens-je? C'est également sortir de l'idée que le bonheur doit venir de l'extérieur. Une personne, un message, une réponse, une réconciliation. Ce sont des bonus, pas des fondations. Le vrai détachement se construit quand on cesse de faire de quelqu'un d'autre la condition de notre paix. Il faut aussi apprendre à lâcher prise sur le passé. Les souvenirs, les regrets, les moments heureux. Ils font partie de notre histoire, mais ne doivent pas nous emprisonner. Ce n'est pas en les revivant mentalement qu'on avance. C'est en les remerciant intérieurement, puis en tournant la page. Le détachement n'exclut pas la bienveillance. On peut souhaiter le bien à l'autre, même sans lien, même sans retour. C'est cela la maturité émotionnelle. Être capable d'aimer sans posséder, de ressentir sans se perdre, de s'ouvrir sans s'oublier. Ce n'est pas froid, c'est serein. En réalité, le détachement est un acte d'amour envers soi-même. Il nous protège des montagnes russes émotionnelles. Il nous permet de prendre de meilleures décisions, plus lucides, plus ancrées. Il nous aide à voir les relations telles qu'elles sont, pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Il y a une grande dignité dans le fait de ne pas courir après une explication, de ne pas exiger de justification, de se dire « je n'ai pas besoin de comprendre pour continuer ». Ce silence choisi est souvent plus fort que 1000 mots. Il montre que nous avons grandi. Ce processus n'est pas immédiat. Il est progressif, parfois douloureux. Il y aura des rechutes, des tentations de replonger, des souvenirs qui reviennent. Mais chaque moment de lucidité, chaque décision de rester centré, chaque acte de respect envers soi-même est une victoire. Le détachement total est une renaissance. Il ne signifie pas que l'on ne ressent plus rien, mais que l'on choisit de ne plus être contrôlé par ce que l'on ressent. Et cette distinction change tout. Elle marque le passage de la dépendance à la liberté intérieure. Dans toute quête affective, on cherche souvent à conquérir l'autre, à gagner son attention, son affection, son approbation. Mais ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que la seule conquête qui vaille vraiment, c'est celle de soi-même. La reconquête de sa dignité, de sa paix intérieure, de sa souveraineté personnelle. L'erreur la plus courante après un rejet est de transformer la blessure en obsession. On veut prouver qu'on vaut quelque chose. On se met à agir, non pas pour soi, mais pour provoquer une réaction chez l'autre. C'est là que l'on se perd. Car dans cette quête extérieure, on sacrifie sa propre stabilité. La reconquête de soi commence lorsque l'on arrête de chercher à convaincre. Lorsqu'on comprend que notre valeur ne dépend pas du regard de l'autre, mais de notre propre posture. C'est une inversion de dynamique. On ne court plus derrière, on construit autour de soi. Et ce changement de centre de gravité change tout. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Apprendre à ne pas réagir dans l'instant, à ne pas agir sous le coup de l'émotion, à rester fidèle à ses principes même lorsque la tentation de céder est forte. C'est une discipline de l'esprit, une pratique quotidienne. Dans la reconquête de soi, chaque décision compte. Ne pas envoyer ce message impulsif. Ne pas espionner sur les réseaux. Ne pas se plier à l'attente. Mais aussi, honorer ses engagements. Se lever le matin pour faire ce que l'on a dit que l'on ferait. Maintenir ses routines. Être constant, non pas pour impressionner, mais pour se reconstruire. Cette démarche est loin d'être froide ou insensible. Au contraire, elle est profondément vivante. Elle dit « Je ne t'attends plus. Je m'élève. » Et si un jour tu reviens, tu ne retrouveras plus la même personne. Car cette évolution intérieure ne laisse personne indemne. Elle modifie le regard, l'attitude, la présence. Et cela se ressent. Un aspect fondamental de cette reconquête, c'est la création.
Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est aussi s'ouvrir à de nouveaux rêves, de nouveaux projets. C'est retrouver une dynamique personnelle, indépendante de toute validation extérieure. L'art, le sport, les voyages, l'apprentissage, tout devient un terrain fertile pour se redéployer. Il faut également accepter que cette reconquête ne vise pas à regagner l'autre. Elle est un processus autonome. Elle ne cherche pas un résultat, mais un état. C'est une ascension personnelle. Et c'est précisément ce détachement du but qui rend la transformation si authentique. Dans cette optique, même l'erreur devient une étape. On peut rechuter, avoir un moment de faiblesse, écrire ce message qu'on s'était promis de ne pas écrire. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas s'y installer. Chaque retour à soi est une victoire. Chaque effort vers la cohérence renforce le socle intérieur. La reconquête de soi passe aussi par une réévaluation de ses relations. On ne cherche plus à séduire tout le monde, mais à s'entourer de ceux qui nous élèvent. On devient plus sélectif, plus exigeant, mais aussi plus paisible. Car on sait que l'essentiel n'est plus d'être aimé, mais d'être aligné. C'est là le cœur du stoïcisme, agir selon nos valeurs, indépendamment du résultat. Choisir la fidélité à soi plutôt que l'approbation des autres. Et découvrir, dans ce choix, une forme de puissance tranquille que rien ni personne ne peut nous enlever. Cette reconquête n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle change tout. Elle redonne la maîtrise, la clarté, la direction. Et surtout, elle transforme le rejet en point de départ. Non plus vers l'autre, mais vers soi-même. Vers une version de nous plus solide, plus libre, plus lumineuse. Le rejet n'est pas une fin. C'est un signal. Un appel à se retrouver, à se recentrer, à se redéfinir. Ce que vous avez traversé n'est pas une humiliation, mais un déclencheur. Il vous a montré où vous étiez vulnérable, où vous donniez trop, où vous vous étiez oublié. Et c'est précisément là que commence votre renouveau. En adoptant une posture stoïcienne, en inversant les logiques émotionnelles habituelles, vous ne cherchez plus à réparer l'extérieur, vous construisez l'intérieur. Vous devenez la personne que personne ne peut rejeter, car vous ne vous rejetez plus vous-même. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Votre présence suffit. Vous n'avez plus besoin d'expliquer. Votre calme parle pour vous. Le véritable retour de l'autre n'est plus essentiel. Ce qui compte désormais, c'est que vous êtes revenu à vous. Abonnez-vous pour d'autres vidéos puissantes comme celle-ci.